Au tournant des années 90, le mouvement olympique se défait lentement de son ancienne peau, celle tissée par l'idéal amateur et la maxime rassurante « l'essentiel, c'est de participer ». Sous l'afflux des professionnels, des enjeux économiques et médiatiques, l'arène change de lumière. Les silhouettes des athlètes, autrefois dessinées par la pureté du geste, s'affirment désormais comme des figures façonnées par la performance, par la quête d'un sommet qui ne tolère plus l'à peu près. L'olympisme, sans renier ses racines, glisse vers un autre horizon. Gagner devient une nécessité, l'essentiel n'est plus seulement de participer. Cette métamorphose olympique, une équipe semble l'incarner. Les meilleures individualités, une synergie si naturelle, revenons sur l'histoire de la plus grande équipe olympique qui n'a jamais été. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, et après les Américains à Saint-Louis, les Américains pas à Moscou, les Américaines au tennis avec Billie Jean King, et les Américains en Afrique, on va encore parler des Américains. Oui, je sais, désolé, mais dans la géopolitique et dans le sport, ils sont un peu partout ceux-ci. Et cette fois-ci, ils s'en vont où les Américains ? Du Ramon, de la Sangria, la Rambla. Les Américains vont à Barcelone en 1992 pour claquer des dunks, des tirs à 3 points et des alley-oops pour faire le show et montrer c'est qui les patrons du basket. Vous l'avez sûrement compris, on va s'attarder sur la Dream Team 1992, la première équipe 100% NBA à se rendre aux Jeux Olympiques. On reviendra pour ça sur les enjeux liés à la participation de cette équipe, pour la NBA qui veut s'internationaliser, pour le basket qui veut se démocratiser, pour les Américains qui veulent dominer et pour les Jeux qui veulent se développer. On décrira évidemment cette campagne olympique, peut-être victorieuse pour la Dream Team, je sais pas. On observera enfin les conséquences de cette édition 92 sur tous les différents acteurs et sur la création d'un nouvel ordre olympique. Ça va être basket, ça va être showtime. Est-ce que vous êtes prêts ? Pour commencer, on va devoir revenir longtemps avant 1992 pour bien comprendre ce qu'est le mouvement olympique et pourquoi la Dream Team symbolise un tournant dans ce mouvement. Il faut comprendre que les Jeux Olympiques ont été rénovés il y a à peu près 100 ans, en 1894, et une des valeurs fondamentales de cet olympisme, c'était l'amateurisme. Mais pourquoi ? En fait, on vit une période où les hiérarchies sociales se renversent en quelque sorte. Les aristocrates sont un peu dans l'ombre des bourgeois après la révolution industrielle. Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux, en bon aristocrate, aimerait dans son mouvement olympique conserver les hiérarchies d'antan. Et pour ça, l'amateurisme, c'est une bonne idée. Parce que l'amateurisme, il est favorable aux aristocrates. Eux, ils ont le temps de s'entraîner, ils ont le temps de progresser, ils n'ont pas besoin de travailler. C'est une classe oisive. Tandis que les autres classes, bourgeoises, et encore pire les classes ouvrières, eux, n'ont pas le temps de s'entraîner vu qu'ils ont besoin de travailler. Le professionnalisme est donc décrit dans le mouvement olympique comme de la triche pour favoriser les aristocrates. Alors évidemment, c'est pas théorisé comme ça, ce serait un peu trop gros, mais le CIO met plutôt en avant la pureté propre au sport qu'il faudrait avoir, la beauté du geste qu'il faut viser et qui serait dénaturée par l'argent. On va donc garder ce modèle avec l'amateurisme durant tout le XXe siècle, presque. Donc, pendant ce XXe siècle, les meilleurs athlètes du monde, par définition, ne sont pas forcément aux Jeux Olympiques, vu que les professionnels ne sont pas autorisés. En boxe, par exemple, on n'a pas tout le temps les meilleurs qui sont là. Mohamed Ali, Joe Frazier ou Mike Tyson ne peuvent plus participer aux Jeux Olympiques une fois qu'ils deviennent professionnels. C'est pourquoi la boxe professionnelle est bien au-dessus de la boxe olympique qui n'en est qu'une pâle copie. La deuxième valeur fondamentale de l'olympisme au XXe siècle, c'est l'indépendance. Être indépendant des États, indépendant des entreprises. Le CIO ne veut pas se lier
à ces entités, ne pas se lier à des marques par exemple, c'est pourquoi on ne voit pas de marques dans les enceintes olympiques durant le XXe siècle, sauf peut-être des marques chronométriques comme Omega. Le but c'est de ne pas être redevable pour le CIO, pour ne pas être dépendant de ces entités, pour en quelque sorte rester pur dans cette volonté de pureté du sport qui n'est pas modulée par les défis financiers. Mais alors qui finance les Olympiades ? Si c'est pas les acteurs privés, c'est les acteurs publics. La ville qui accueille, elle doit payer pour les infrastructures, payer pour les gens qui travaillent, payer pour accueillir les JO. Alors ça va, en 1896, lors de la première Olympiade, on parle de 4 millions de drachmes grecs qui sont payés par la royauté, ça représente 15 millions de dollars actuels, mais les Jeux Olympiques, ils grandissent, et en 1976, à Montréal, on parle quand même de 1,6 milliard de dollars canadiens qui doivent être investis pour accueillir les Jeux Olympiques, ce qui représente 6 milliards de dollars actuels. Alors ça, c'est surtout dû à une mauvaise gestion, notamment dans la construction des infrastructures par le comité d'organisation de Montréal. Les contribuables montréalais et québécois devront donc payer jusqu'en 2006, 30 ans après, pour rembourser cette dette. C'est un véritable fiasco, surtout que les autorités politiques avaient promis que ces Olympiades n'allaient rien coûter. Donc voilà, l'olympisme à la base, c'était bien joli, avec cet idéal amateur qui bénéficie aux classes aisées, aux classes nobles, les aristocrates, et avec cette non-commercialisation qui n'était pas trop un problème vu que les Olympiades étaient très petites, mais l'olympisme a changé. Il a changé assez rapidement, et désormais il y a de nouveaux enjeux, et ces valeurs initiales, fondamentales, elles sont un peu obsolètes. Les Jeux Olympiques sont devenus un gouffre financier, on l'a vu avec Montréal, le système olympique est à bout de souffle. Il s'agit de le réinventer. Et laissez-moi vous présenter l'homme qui va les réinventer. I ara tinc l'honor de presentar el president del Comitè Internacional Olímpic i ciutadà de Barcelona, Joan Antoni Samaranch. Juan Antonio Samaranch, originaire de Barcelone, où auront lieu les Jeux de 92, dont on parlera plus tard, c'est le président du CIO de 1980 à 2001, et c'est lui qui va amener un changement dans le système olympique pour créer une machine stable et pérenne, alors qu'on l'a vu, elle était si fragile auparavant. Pour ce faire, il va mettre en place 2 mesures principales, la première étant le programme TOP, The Olympic Partner, en 1985, où la sponsorisation des Jeux Olympiques devient possible. Les marques peuvent payer pour leur visibilité. Des marques comme Visa, Coca-Cola, Siemens, etc. En plus de cela, le CIO vend les droits télévisuels des Jeux Olympiques aux télévisions internationales. Dans une période où la télévision se démocratise, c'est le jackpot pour le CIO qui empoche des milliards de dollars. Et tout cet argent, c'est bénéfique parce qu'il va permettre de financer en partie les compétitions, les Olympiades. L'olympisme est de moins en moins un gouffre financier. Les villes ont à nouveau envie de les accueillir, vu que ça coûte moins. Le système olympique semble relancé. L'autre mesure qui est mise en place par Samaranch pour revitaliser l'olympisme, c'est la fin de la règle de l'amateurisme en 1981 lors du congrès de Baden-Baden. Samaranch, il est contre le maintien de cette règle de l'amateurisme parce qu'il la trouve hypocrite. Plusieurs pays, à cette époque, jouent un peu avec cette règle. On fait croire que nos sportifs ne sont pas professionnels parce qu'ils sont des travailleurs d'État, donc des cheminots, des policiers, des membres de l'armée. Mais en fait, c'est juste une couverture, ils sont juste payés pour s'entraîner, et c'est donc des professionnels sous couvert d'amateurisme. Alors je parle de l'Est, mais c'est aussi le cas un peu à l'Ouest, avec le système des universités américaines, où sous couvert d'étudier à l'université, en fait ces athlètes ils s'entraînent dans des conditions quasi professionnelles. L'autre raison pour laquelle Samaranch n'est pas favorable au maintien de la règle de l'amateurisme, c'est qu'il trouve que ça réduit la crédibilité des Jeux Olympiques. Effectivement, les Jeux Olympiques, ça doit être le plus grand événement mondial sportif. Mais comment faire si les plus grands sportifs ne sont même pas présents ? Il a peur que les Jeux Olympiques ne soient pas un assez grand spectacle et que le système s'effondre au profit d'autres compétitions qui intègrent les professionnels. Aussi, désormais que l'olympisme est devenu un business, qu'il faut vendre la marque olympique aux sponsors et aux médias, c'est nécessaire que le spectacle soit grand, que les meilleurs compétiteurs soient présents.
En 1981, le CIO autorise donc les professionnels à participer aux compétitions olympiques, sous réserve, à condition que la Fédération internationale du sport concerné accepte aussi. C'est génial, on va enfin voir les plus grandes stars, les plus grandes légendes du sport participer aux Jeux Olympiques. Trop bien! Sauf que ça va pas se passer directement, parce que plusieurs fédérations internationales sont réticentes. C'est le cas du basket, par exemple, où la FIBA, la Fédération internationale de basketball, n'autorise pas la venue de ces joueurs professionnels. Mais pourquoi ? Avant de vous expliquer tout ça, je dois juste faire un petit rafraîchissement, parce que pas tout le monde m'a l'air solide sur ses appuis niveau basket et sur ce qu'est la NBA. Alors enfile un t-shirt sans manches, une grosse paire de Jordan ou des échasses, ça peut être utile, c'est la rubrique « La NBA pour les nuls ». Vous êtes nuls, physiquement nuls, techniquement nuls, sexuellement nuls, t'es nul mon pote. Une association de tocards, une association de nullards. Un nul plus un nul égale deux nuls, on reste nuls. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Mais non, soyez pas vexés, vous êtes pas nuls et encore moins cons, vous avez juste besoin d'une petite explication. La NBA, National Basketball Association, c'est donc la ligue américaine de basketball, la meilleure ligue du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Tous les meilleurs joueurs d'Amérique du Nord s'y retrouvent, mais aussi des joueurs étrangers attirés par le prestige symbolique de la grande ligue et l'aspect économique aussi, il faut dire que les salaires y sont plutôt gros. Parce que oui, économiquement, c'est pas un secret, la NBA c'est une machine très bien huilée, qui fonctionne en ligue fermée, donc un système typiquement américain, où il n'y a pas de relégation pour ceux qui finissent dernier, c'est toujours les 30 mêmes franchises dans la ligue. Nous, en tant qu'Européens, on a peut-être tendance à dire que ce système il est un peu nul, parce qu'il n'y a pas de mérite sportif à figurer dans cette ligue du coup, mais ce système il a quand même des gros avantages. En fait, il y a moins d'incertitudes liées aux résultats. Les investisseurs peuvent donc mettre beaucoup d'argent dans une équipe, parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle soit reléguée ou qu'elle ne performe pas sportivement. Ce système, ça a permis à la NBA de se développer énormément et de devenir une des ligues sportives les plus riches du monde, avec 10 milliards de revenus générés en 2023 par exemple. En parallèle de ce Graal qu'est la NBA, le monde du basket, il est très vaste quand même. Il y a d'autres entités. Et il est régi par la FIBA, la Fédération internationale de basketball, qui administre les championnats du monde et les autres ligues de basket. Aussi, vu que c'est la fédération internationale liée au basket, c'est à elle que le CIO, dans les années 80, a donné le choix d'accepter les professionnels ou non. Et la FIBA ne va pas directement accepter. Bon. On est de retour sur notre sujet, on peut dire que cette parenthèse pour les nuls est terminée. J'espère que vous avez compris ce qu'était la NBA, parce qu'on va pas mal en reparler. Dans les années 80, donc, le CIO, qui n'autorisait avant que les athlètes amateurs, va autoriser la participation des professionnels, du moins déléguer aux fédérations internationales de chaque sport la possibilité de choisir si oui ou non elles convient les athlètes professionnels. En basket, la Fédération internationale de basketball refuse. Elle ne veut pas de joueurs de la NBA dans ses compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde. Mais pourquoi ? Premièrement, la NBA, c'est un gros poisson, voire un requin, qui est supérieur économiquement, médiatiquement à la FIBA. Le risque pour la Fédération internationale, c'est de se faire manger, totalement dominé et d'être soumis à la NBA et donc de perdre la main sur le basket international. En plus de ça, les dirigeants de la FIBA sont plutôt des Européens et ils ont assez peur d'une hégémonie américaine dans le cas où les athlètes NBA pourraient venir participer. Ils seraient tellement dominants et ne laisseraient que des miettes à leurs adversaires européens. Il y aurait donc moins de suspense dans les compétitions de basket internationales et peut-être donc moins d'intérêt de la part des spectateurs et téléspectateurs. Enfin, il faut dire que le professionnalisme dans les années 80, c'est quelque chose de plutôt nouveau. C'est difficile à concevoir pour les dirigeants de la FIBA. Changer tout un système pour se tourner vers quelque chose de nouveau, c'est évidemment jamais évident. Donc, pour toutes ces raisons, la peur de la concurrence de la NBA, la peur de la domination totale des Américains sur le basket international, la FIBA s'oppose à l'ouverture des compétitions internationales aux joueurs professionnels. Du côté de la NBA, la Ligue n'est pas totalement opposée, mais peut-être un peu réticente à intégrer ces compétitions internationales.
Tout d'abord, la Grande Ligue a un peu peur pour ses joueurs, peur notamment des blessures qui pourraient advenir quand ceux-ci vont faire des tournois avec leur équipe nationale. Ça fait que quand ils reviendraient, ils pourraient proposer moins de spectacles et que la NBA, au final, perdrait un peu en valeur. Deuxièmement, on l'a dit, la NBA c'est un système parfaitement huilé, une ligue fermée qui a l'habitude de tout maîtriser. Laisser la main à d'autres entités, la FIBA par exemple, ou le CIO pour régir d'autres compétitions, c'est quelque chose de difficilement concevable. Dans les années 80, donc, les professionnels de plein d'autres sports peuvent pénétrer le tournoi olympique, mais toujours pas ceux du basket, toujours pas les joueurs NBA. Mais ça va changer à la fin des années 80. En fait, on l'a dit, il y a certes des inconvénients à cette intégration des joueurs professionnels, mais il y a surtout trop d'avantages pour tous les acteurs à accepter une intégration des joueurs NBA dans les compétitions internationales. Tout d'abord, pour la FIBA, avoir l'opportunité de voir les meilleurs joueurs participer dans ces compétitions, ce qui sont censées être les meilleures compétitions internationales, ça devrait quand même accroître sa légitimité en tant que fédération internationale de sport. En plus de ça, cela devrait permettre une démocratisation quand même substantielle du basket, ce qui devrait profiter à la FIBA. Dans ce sens, écoutons David Stern, qui est le directeur général de la NBA dans les années 90, sur la relation entre la NBA et la FIBA, et surtout sur le point de vue du président de la FIBA, Borislav Stanković. Il a suggéré que la NBA et la FIBA devraient commencer une collaboration pour développer le basketball. Stanković était plutôt simple et direct. Il a dit « Ça ne fait pas sens que la FIBA travaille avec tous les basketteurs du monde, sauf les 350 meilleurs. Le seul moyen de développer le basket, c'est d'inclure la NBA. Et la collaboration a commencé. » Pour la FIBA, ça semble donc intéressant d'engager une collaboration avec la NBA. Pour les Jeux Olympiques, évidemment, ça va dans le même sens. Avoir les meilleurs athlètes dans la compétition olympique, ça permet de maximiser les audiences, donc d'augmenter les droits télévisuels, les contrats avec les médias, d'augmenter aussi les contrats de sponsoring, parce que les marques ont plus envie de sponsoriser une compétition qui se vend bien. Et donc ça va dans le sens du projet de Juan Antonio Samaranch de revitalisation des Jeux Olympiques. Il voit la venue de ces joueurs NBA aux Jeux Olympiques comme du pain béni. Du côté de la NBA, le nouveau directeur de la Ligue, David Stern, voit cela comme un moyen de s'internationaliser. La Ligue domine déjà et est très présente en Amérique du Nord, mais elle est relativement peu connue ailleurs sur les autres continents. Dans ce sens-là, la participation aux Jeux Olympiques, qui est la compétition internationale sportive avec les audiences les plus élevées, ça devrait permettre d'accroître globalement la notoriété de la NBA et donc d'accroître la consommation de produits NBA. Enfin, pour des derniers acteurs qui sont quand même assez importants, les joueurs, les Jeux Olympiques, on peut se le dire, c'est quand même la consécration pour tout sportif. Ça apporte du prestige symbolique, sportif et international, et c'est toujours un honneur pour ces joueurs de représenter leur pays. Ils sont donc très favorables à une potentielle participation aux JO. Toutes ces raisons, la convergence de tous ces acteurs, ça va mener au congrès de Munich 1989, dans lequel les membres de la FIBA vont voter à 56 voix pour contre 13 voix contre pour l'ouverture des compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques, aux professionnels, notamment les joueurs de la NBA. L'année c'est donc 89, pas d'Olympiade, 90-91 non plus, il faudra attendre les Jeux de Barcelone 1992 pour que les stars de la NBA puissent participer enfin à une Olympiade. Et ça réjouit tout particulièrement les Américains qui commençaient à s'impatienter. En fait, ça fait quelques années qu'ils sont plus si dominants dans le monde du basketball, alors que c'est quand même le berceau de la balle orange à la base. Aux Jeux Olympiques de Séoul, 4 ans plus tôt, ils se sont même fait éliminer en demi-finale par les Soviétiques, ce qui était une débâcle totale. En même temps, il faut dire que dans l'équipe américaine, il n'y avait que des universitaires, amateurs, et évidemment pas les meilleurs joueurs qui n'avaient pas le droit de venir, pas leurs multiples joueurs NBA. Désormais, ceux-ci sont autorisés à participer. Les Américains comptent bien récupérer le titre olympique,
la médaille d'or, il compte bien montrer qui sont les patrons. Géopolitiquement aussi, les Américains veulent montrer qui sont les patrons. Le bloc de l'Est est tombé, l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la guerre froide est finie, il s'agit maintenant de montrer qui a gagné, qui domine désormais le monde. Les Américains veulent montrer qu'ils le dominent symboliquement, en s'imposant notamment dans le domaine sportif, mais aussi économiquement, en pénétrant de plus en plus les marchés internationaux, comme essaie de le faire la NBA. Donc ça tomberait à pic d'envoyer à Barcelone une équipe ultra dominante sportivement et aussi médiatiquement. On est donc en 1992, les États-Unis veulent montrer au monde entier ce qu'est l'American Dream, il va falloir envoyer les grands moyens à Barcelone, quoi de mieux qu'une Dream Team. Mais juste avant de vous la présenter, laissez-moi vous remettre dans le bain du début des 90s en nous demandant « C'était comment 1992 ?» It is now 1992. Happy New Year! 1992, c'est une année intéressante. Elle marque vraiment l'entrée dans un monde post-guerre froide avec plein de nouveaux enjeux, notamment liés à la globalisation. 500 ans après la découverte du continent américain par Christophe Colomb, les États-Unis et le capitalisme ont gagné. Internet en est aussi à ses balbutiements, l'année 92 dessine ce que seront les prochaines décennies. En parallèle, les questionnements sur le climat sont mis en lumière avec le sommet de la Terre de Rio qui réunit plus de 100 chefs d'État et aboutit à une convention cadre pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui est un peu paradoxal avec la globalisation qui s'intensifie, mais ça, c'est pas le sujet. Pour un peu plus de légèreté, 1992, c'est aussi 29 000 canards jaunes, tortues bleues et grenouilles vertes en plastique déversés accidentellement dans le Pacifique après le renversement d'un conteneur. Les jouets se sont dispersés et ont échoué sur les plages d'Hawaï, sur les glaces de l'Arctique ou encore en Grande-Bretagne jusqu'à 20 ans après le terrible accident. Ils auraient même permis à des océanographes de mieux comprendre les courants marins. Enfin, 1992, c'est une année charnière car elle est marquée par les naissances de Julian Alaphilippe, Nabila Benatia ainsi que Rudy Gobert pour rester dans le basket, ou encore par le décès de John Cage, le compositeur américain de 4 minutes 33, une des rares musiques sur laquelle j'ai les droits, alors on va pas se gêner, extrait. Pour ceux qui ont bien apprécié, vous trouverez le morceau en entier dans la playlist de l'épisode. Et en parlant de cette playlist, si vous souhaitez aller plus loin sur l'année 92 et savoir comment ça sonnait, je vous invite à aller checker et écouter cette playlist, vous la trouverez en description de l'épisode. Parmi ces titres qui sentent bon le rock, plus un petit Francis Cabrel pour rester dans la francophonie, il y a une de mes musiques préférées, je vous laisse deviner laquelle. À vous de voir donc si vous voulez vous accorder une petite pause musicale ou passer directement à la partie 2, sportivement vôtre, à tout de suite.